Aujourd'hui, dans un peu d'histoire, un sujet difficile et pas très gai, la peine de mort. Sujette à de nombreux fantasmes, hissée dans certains films sur un piédestal, elle n'en reste pas moins aujourd'hui pratiquée dans une vingtaine de pays. À quel moment l'homme avec un grand H a-t-il décidé d'officialiser, mais aussi de légaliser le meurtre, et pourquoi? Quelques éléments de réponse en histoire. Différencions tout d'abord ce qu'est une exécution d'une peine de mort. Une exécution est l'acte de tuer, de causer la mort d'un individu sans que celui-ci puisse se défendre. Une peine de mort est une condamnation qui entraîne une exécution et qui a besoin d'un cadre juridique légal pour exister. Les plus anciennes traces de ce cadre légal remontent à l'époque babylonienne, vers 1750 avant Jésus-Christ, et prennent la forme du code d'Hammurabi. Ce code est un des plus anciens textes juridiques que nous avons découvert ou redécouvert au XXe siècle, et il est exposé au musée du Louvre. Il nous révèle pour la première fois, écrit noir sur blanc, l'existence de la peine de mort. Enfin, façon de parler, puisque ce code a été gravé sur une stèle de 2,25 m de haut. Ainsi, si quelqu'un accuse une personne d'un meurtre et que cette personne est innocentée, alors l'accusateur sera puni de mort. Il en sera de même dans les cas de faux témoignages. Mais la peine capitale sera également appliquée dans des cas plus insolites, comme ce fut le cas pour cet architecte qui construisit mal une maison qui s'effondra sur ses habitants, causant leur mort. Et donc il fut puni de mort. Globalement, on pourra convenir que ce code repose sur la loi du talion. Si on pouvait résumer cette loi en une maxime, ça serait œil pour œil, dent pour dent. Néanmoins, dès la mise en place de la peine capitale, une distinction se fera clairement sentir entre les différentes classes sociales. Un esclave et un noble ne seront donc pas sur un pied d'égalité devant la justice. Jusqu'à notre époque, la peine de mort sera considérée comme la peine maximale que l'on peut appliquer. Mais quelle en est sa signification ? Pourquoi décider de tuer un homme au lieu de chercher une autre solution? Là aussi, la justification moderne d'une telle pratique n'est pas si éloignée de celle de l'Antiquité. On pourrait la résumer en 4 points. La première, punir le condamné pour sa faute. La deuxième, accorder la vengeance à la victime ou à la famille de la victime. La troisième, protéger la société et ses biens. Et la quatrième, servir d'exemple pour dissuader les éventuels criminels qui voudraient passer à l'acte. Si cette vision est partagée globalement par les politiciens et les philosophes de l'époque, certains vont très tôt commencer à nuancer leurs propos et leurs positions. Platon et Aristote seront ainsi favorables à la peine de mort, mais mettront en place des dispositifs pour tenter de pallier les peines et de trouver d'autres solutions quand cela est possible, comme des fortes amendes ou de la rééducation. En 399 avant Jésus-Christ, Socrate, qui était le maître de Platon, fut néanmoins condamné à mort après un procès pour impiété. En gros, il était soupçonné, s'il n'était pas athée, d'au moins vénérer des dieux qui n'étaient pas ceux de l'État. Et en vrai, il est fort possible qu'il passât à l'as pour des considérations politiques. Quoi qu'il en soit, il fut condamné à se donner la mort lui-même, en buvant un poison qui le paralysait progressivement, le rendant tout à fait conscient de son état jusqu'à ce que ses poumons ne puissent plus faire leur office. Si cela peut nous paraître tout à fait horrible, les Grecs n'hésitaient pas à utiliser des méthodes plus brutes pour venir à bout des condamnés. On étranglait, on brûlait, on noyait, on dépeçait, bref, on essayait de se diversifier quoi. Un peu plus au sud, en Égypte, la décapitation, l'empalement ou le suicide forcé étaient également pratiqués, notamment dans des cas d'homicide, de parjure ou de blasphème envers les dieux. La peine capitale s'étendait même à la fiscalité. Ainsi, tous les ans, chaque personne devait déclarer au gouverneur de sa province ses revenus et moyens de subsistance. S'il ne le faisait pas, il était alors convenu qu'il vivait d'une activité illégale, et était alors condamné à mort. Dans toutes ces civilisations, la peine capitale était souvent exécutée en public. Certains y verront, comme nous l'avons dit, un moyen de dissuasion fort. Cependant, elle sera parfois élevée au rang de spectacle. Rome en était le parfait exemple avec ses jeux du cirque, où étaient régulièrement envoyés, sous Néron en 54 par exemple, des condamnés pour jouer aux gladiateurs ou faire mumuse avec des chiens enragés. Cependant, Rome est un cas tout à fait intéressant, car c'est là-bas que pour la première fois une sorte d'abolition de la peine de mort va voir le jour. À la naissance de la République, en 509 avant Jésus-Christ, bien avant Néron donc, les gouverneurs rechigneront déjà à mettre à mort leurs citoyens. Et on leur préférera d'autres peines comme l'exil. Là où on peut nuancer le propos et affirmer qu'il ne s'agissait pas d'une vraie abolition de la peine de mort, c'est que cette abolition était réservée aux citoyens romains, et pas aux étrangers ou aux esclaves. C'est seulement avec l'apparition de l'Empire en -27 que la peine de mort va faire un retour fracassant à Rome, prenant de nombreuses formes et connaissant un essor jusqu'au Bas Empire en 284. Dans les pratiques un peu hardcore,
Une personne reconnue coupable de parricide, l'acte de tuer un de ses parents, devait subir le supplice du culeus. On enfermait l'individu dans un sac de toile avec des animaux, des serpents et des chiens, et on le balançait à l'eau. En plus de se faire bouffer tout cru, le condamné ne mettait donc pas longtemps à mourir noyé. Ailleurs dans le monde, d'autres pratiques extrêmes furent développées, et l'imagination sans limite des exécutants était effrayante. En Inde, une femme adultère était condamnée à se faire dévorer par des chiens sur place publique. Les voleurs, quant à eux, se faisaient piétiner par des éléphants. En Chine, un homme accusé de trahison se voyait le corps entaillé avec un couteau de centaines de coupures, jusqu'à provoquer la mort. Une variante consistant à découper des petits bouts jusqu'à ce qu'il décède, ce nombre de petits bouts étant défini par le tribunal chargé de l'affaire. Pour d'autres condamnations, on pouvait tout simplement écarteler le condamné, ou le couper en deux au niveau de la taille, histoire qu'il puisse voir sa fin venir. Chez les Esquimaux, on ligotait tout simplement le condamné sur le bord de la banquise, on l'enduisait de graisse de phoque et on attendait qu'un orque passe par là pour le dévorer. Non, je rigole, ça c'est un fake. Au début du Moyen-Âge, en France, apparut la loi salique. Elle fut écrite sous la forme d'un code au VIe siècle, à la demande de Clovis. Ce code, destiné au peuple franc, était fortement inspiré du droit romain, mais il était beaucoup plus laxiste dans la condamnation des criminels. On payait ainsi le prix du sang, à savoir une amende de forte valeur, pour le meurtre d'un individu. Si la peine de mort recula fortement, elle ne fut néanmoins pas abolie, et les exécutions, rares, continuèrent dans le pays. En revanche, l'abolition de cette pratique aura lieu au 7e siècle pour la première fois en Chine, et par la suite au Japon, malheureusement pour de courtes périodes. En France et plus globalement en Europe, la peine capitale fut appliquée épisodiquement. Il est donc faux de considérer que le Moyen-Âge est l'âge d'or de la peine de mort. D'ailleurs, beaucoup de villages ne verront jamais une exécution, celle-ci se déroulant principalement dans les villes. Néanmoins, quand on parle du Moyen-Âge, on parle d'une période qui s'étale sur près de 10 siècles. Il est évident que la peine de mort connut des périodes plus prolifiques, comme la débandade qui suivit la mort de Charlemagne. Tout à l'heure, je vous disais qu'une distinction pouvait être faite dans les peines appliquées entre deux personnes venant d'univers sociaux différents. Cela n'a jamais été autant vrai au Moyen-Âge et plus tard à la Renaissance. Les pauvres, qui représenteront ainsi près de 80% des condamnés à mort, seront pour la plupart pendus, quasiment dévêtus, ajoutant à la douleur physique l'humiliation de mourir ainsi. Les riches, quant à eux, étaient pour la plupart du temps décapités, car cela était considéré comme une mort rapide et honorable. Le rôle de l'Église était très important à cette époque, et on peut également s'interroger sur son point de vue vis-à-vis de la peine de mort. Si le débat était ouvert au sein des instances religieuses, on peut considérer que la peine de mort faisait consensus entre le peuple et l'Église. Toutefois, elle ne fit jamais rentrer officiellement cette condamnation dans ses textes, et eut de plus en plus de mal à condamner des gens à mort. Progressivement, l'Église perdra de son influence au profit du pouvoir du roi et de l'État. La Renaissance verra ainsi le début de la grande chasse aux sorcières, qui marqua l'histoire par ses nombreuses condamnations au bûcher. Si vous n'avez pas vu cet épisode d'un peu d'histoire concernant ce sujet, je vous invite à cliquer sur la petite vignette. Jusqu'au XVIIIe siècle, on assistera à Paris à environ une exécution par semaine, toujours sur place publique. Pour certains, c'était le moyen d'assister à un spectacle glauque, et pour d'autres, l'occasion de se rassembler dans la prière pour soutenir le condamné à mort. Le peuple se réunissait donc autour de ces exécutions, mais les avis divergeaient. Le siècle des Lumières fut, contrairement à ce que l'on peut penser, une des grandes périodes de la peine de mort. Si certains écrivains et philosophes tels que Montesquieu ou Voltaire s'opposaient à une telle pratique, ce n'était pas le cas de la majorité de leurs confrères, qui voyaient en la peine de mort un ultime recours dans des cas exceptionnels. C'est le cas de Diderot, par exemple, qui trouvait que la peine de mort n'était pas assez utile. Afin de faire progresser la médecine, il suggéra de remplacer la peine capitale par la vivisection, c'est-à-dire la dissection d'un corps, quand la personne est encore vivante. Du coup, les médecins pourraient faire des expériences, et si les patients décédaient, ce n'était pas vraiment grave vu qu'ils étaient condamnés à mort. En revanche, vu que Diderot était un mec sympa, il préconisait la grâce du malheureux si celui-ci arrivait à survivre, considérant que la peine qu'il avait subie était largement suffisante. Tu m'étonnes. Faisons une petite parenthèse. Depuis le début de l'émission, je vous parle de la peine de mort, de ses applications, de ses implications, de son contexte aussi, mais il y a un personnage central que nous n'avons pas abordé. Le bourreau. Quelle était sa place dans cette époque de grands troubles ? Le bourreau de Paris était totalement exclu de la vie sociale. Il n'avait pas le droit d'aller au théâtre, il ne pouvait pas vivre à l'intérieur de la ville, bref, il était mal vu. Mais en contrepartie, il gagnait très bien sa vie, était payé à l'exécution et bénéficiait de nombreux avantages en nature. Il avait des valets et pouvait se déplacer en carrosse.
Cette condition façonna même des familles entières, comme celle de Charles-Henri Sanson, un bourreau du XVIIIe siècle, qui succéda aux 3 générations précédentes qui avaient occupé ce poste dans sa famille. C'est d'ailleurs lui qui mettra à mort Louis XVI, Robespierre ou encore Marie-Antoinette, cette dernière s'excusant en montant sur l'échafaud pour lui avoir marché sur le pied. Bref, pour en revenir à la peine de mort, les premières manifestations d'un contre-courant fort vis-à-vis de cette pratique datent de 1764, à la publication d'un livre, Des délits et des peines, de César Beccaria. Dans cet ouvrage, le philosophe met en évidence l'inefficacité de la peine, exposant qu'en 20 siècles d'existence, elle n'avait pas dissuadé certains meurtriers de passer à l'acte. Partout en Europe et dans le monde, le mouvement abolitionniste gagna de l'ampleur. La Toscane abolit la peine de mort en 1786 et fut suivie un an plus tard de l'Autriche. En Amérique du Sud, le Venezuela, la Colombie ou encore le Brésil le feront des années plus tôt. En France, le 31 mai 1791, Robespierre tentera d'élaborer un projet visant à l'abolition de la peine de mort, prétextant que celle-ci ne fait que renforcer la violence au sein de la société. Mais un an plus tard, la guillotine fait son entrée en grande pompe dans les prisons et le 28 juillet 1794, Robespierre succombera sous sa lame. Plus tard, des émeutes éclateront autour de certaines exécutions. Peu à peu, l'idée d'une France sans peine de mort fera son chemin chez les intellectuels, et notamment chez Victor Hugo au XIXe siècle, qui œuvra beaucoup pour cette cause. Mais à chaque fois, l'initiative sera bloquée par des politiciens. En 1939, Eugène Weidmann, condamné pour une série de meurtres, sera guillotiné sur place publique. Cette exécution, qui se déroula devant les portes de la prison de Saint-Pierre à Versailles, fut la plus médiatisée avec présence de photographes et de caméras. Cette couverture médiatique écœurante suscita des débats et la décision fut prise de cacher les exécutions au public. C'était un premier pas en avant, mais les condamnations et leurs applications continuèrent. Le 10 septembre 1977, Amida Djandoubi, condamné pour torture et meurtre, fut le dernier homme à mourir sous la guillotine. La peine de mort ne sera abolie en France que le 16 mai 1981 sous la présidence de François Mitterrand. En 2013, d'après Amnesty International, 778 exécutions furent enregistrées dans pas moins de 22 pays, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année 2012. Tout ça en mettant de côté les exécutions non officielles et certains pays comme la Chine ou la Corée du Nord qui à eux seuls feraient exploser le compteur. Dans le même temps, les condamnations ont elles aussi bondi de 10%. Cependant, la situation n'est pas aussi catastrophique, et aujourd'hui c'est plus de 98 pays qui ont aboli la peine de mort, ce chiffre étant en hausse. Partout dans le monde, on se questionne, on l'approuve, on la condamne. Dans notre propre pays, on l'exécutait il y a encore peu de temps. Alors que penser de tout ça? Un homme mérite-t-il la mort? Un homme a-t-il le droit d'en tuer un autre? Merci d'avoir suivi cet épisode. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, sachez que je viens de lancer ma campagne Tipeee. Pour ceux qui ne savent pas, Tipeee c'est un site de financement participatif. En gros, ça vous permet de faire des dons à un créateur de vidéos pour qu'il puisse atteindre un objectif. Dans mon cas, mon premier objectif, ça sera d'acheter du nouveau matériel pour vous offrir des programmes toujours plus qualitatifs et puis éventuellement des interviews ou des documentaires. Et dans un second temps, mon objectif, c'est de pouvoir vivre de ces vidéos pour pouvoir continuer le plus longtemps possible. Je voulais d'ailleurs remercier mes premiers contributeurs, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et je vous le revaudrai. Si vous voulez en savoir plus sur mes futurs projets et la manière de procéder pour faire un don, je vous invite à cliquer sur l'icône Tipeee. Si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook ou que vous préférez Twitter, je suis également dessus, alors n'hésitez pas. En attendant, discutez, likez, partagez, prenez soin de vous et à bientôt.